Certaines vies se fracturent en silence, dans l'ombre des apparences parfaites. Pendant 15 ans, Louise a bâti un empire en secret. Pendant 10 ans, elle a joué le rôle de la femme invisible. Et ce soir, lors d'un gala mondain, tout va basculer. Parce qu'il y a des humiliations qu'on ne pardonne pas, et parfois la vengeance la plus douce, c'est simplement de montrer au monde qui on est vraiment. Ceci est une œuvre de fiction. Tous les personnages et événements sont imaginaires. Toute ressemblance avec des personnes réelles vivantes ou décédées serait pure coïncidence. Louise ferme son ordinateur portable et les chiffres du trimestre dansent encore derrière ses paupières. 15% de croissance, 3 nouveaux contrats signés avec des partenaires allemands qui ne sauront jamais que c'est elle qui a négocié chaque clause dans l'ombre. 15 ans qu'elle bâtit cette entreprise pierre par pierre. 15 ans qu'elle signe des documents sous le nom d'une structure anonyme. 15 ans qu'elle reste invisible par choix. Et ce soir, en éteignant la lumière de ce petit bureau loué sous un faux nom, elle sent quelque chose craquer dans sa poitrine. Une fissure fine comme un cheveu, mais qui traverse tout. Dehors, la nuit tombe sur Paris, et elle marche jusqu'au métro, ligne 14 bondée d'employés fatigués qui rentrent chez eux, et elle les observe, ses visages fermés, ses regards perdus dans le vide. Et elle se demande combien d'entre eux portent aussi un masque, combien ont oublié qui ils sont vraiment sous les couches de mensonges quotidiens. L'appartement est plongé dans l'obscurité quand elle pousse la porte. Julien n'est pas encore rentré. Encore une réunion tardive, dit-il toujours. Et elle allume les lampes une par une, chasse les ombres, commence à préparer le dîner sans vraiment y penser. Gestes automatiques appris par cœur. Couteau qui tranche les carottes en rondelles parfaites, pendant que son esprit dérive vers cette réunion de demain matin, où Julien va présenter la stratégie d'expansion qu'elle a mise au point durant 3 semaines de nuit blanche. La clé grince dans la serrure vers 20h. Julien entre en parlant au téléphone, la frôle sans la voir, pose sa mallette sur le comptoir. Non, Céline, pas ce dossier, l'autre, celui avec les projections sur 3 ans. Céline. Louise continue de couper les légumes, et le prénom résonne dans sa tête comme une pierre tombée dans l'eau, cercles concentriques qui s'élargissent. Elle connaît cette Céline, 28 ans, souriante, efficace. Elle a validé son embauche il y a 2 ans en pensant qu'une assistante compétente soulagerait Julien. Julien rit à quelque chose que Céline dit, et Louise sent ses épaules se raidir, cette tension qui s'installe depuis des mois comme une corde qu'on tire lentement jusqu'au point de rupture. Il raccroche enfin, s'assoit devant son ordinateur sans même demander ce qu'il y a pour le dîner, et elle pourrait servir de la sûre qu'il ne remarquerait pas tant qu'il y a quelque chose dans son assiette. Elle dépose les pâtes devant lui, sauce tomate maison qu'elle prépare depuis 10 ans, et il mange en tapant sur son clavier, fourchette mécanique, yeux rivés sur l'écran. Plus tard, quand il va prendre sa douche, elle fait ce qu'elle ne fait jamais, elle fouille sa veste pendue au dossier de la chaise. L'invitation glisse entre ses doigts, papier épais, lettrage doré qui accroche la lumière, gala annuel de l'entreprise, tenue de soirée exigée, samedi prochain. Elle la repose exactement où elle l'a trouvée, main tremblante qu'elle cache vite dans ses poches. Dans le lit ce soir-là, Julien lui tourne le dos et elle fixe le plafond dans le noir, écoute sa respiration qui ralentit pendant qu'elle reste éveillée, et quelque chose dans sa poitrine se serre comme un poing fermé. Elle se demande quand exactement elle est devenue cette femme transparente, quand il a cessé de la voir, quand elle a accepté de disparaître. Le matin suivant, elle tente une chose qu'elle ne fait plus, parler la première. Le gala est quand ? Julien lève les yeux de son café, surpris. Samedi. Pourquoi ? Simple curiosité. Il sourit, ce sourire qu'elle déteste maintenant. Celui qui dit « Tu es gentille, mais tu ne peux pas comprendre mon monde. » C'est professionnel, tu sais. Discussion stratégique, tu t'ennuierais. Elle hoche la tête et boit son thé qui a refroidi. Se souvient de leur rencontre il y a 10 ans. Elle gérait déjà 3 entreprises. Lui finissait son MBA. Il trouvait son ambition mignonne. Exactement ce mot. Mignonne. Et elle avait laissé dire, peut-être par prudence, peut-être par lâcheté. Il part à 8h30, costume anthracite, parfum trop fort, et la porte claque derrière lui. L'après-midi, Louise est dans son vrai bureau, celui que personne ne connaît, vue dégagée sur les toits de Paris gris sous le ciel de novembre. Elle décroche son téléphone, compose le numéro de Marc, son directeur administratif, le seul qui sait. Le gala de samedi, j'y serai. Prépare tout. Silence au bout du fil. Vous êtes sûre, madame ? Elle regarde les toits mouillés, les cheminées qui fument, la ville qui s'étend devant elle comme un royaume conquis en silence.
Absolument certaine. Elle raccroche et reste assise là longtemps, très longtemps, et quelque chose dans sa poitrine se desserre enfin, comme si une décision trop longtemps retenue venait de trouver son chemin. Et elle pense à samedi soir, à Julien qui va découvrir qui elle est vraiment, et cette pensée lui fait l'effet d'une lame froide et précise qui tranche net. Louise se réveille avant l'aube, et la première chose qu'elle fait, c'est prendre le téléphone de Julien posé sur sa table de nuit, écran encore éteint, et elle connaît son code depuis des années, 6 chiffres qu'il n'a jamais changés, date de naissance de sa mère qu'il croit secrète. Ses doigts tremblent légèrement quand elle déverrouille l'appareil dans la pénombre de la chambre, lumière bleutée qui éclaire son visage pendant que Julien dort sur le dos, bouche entr'ouverte, inconscient de ce qui se passe à 50 centimètres de lui. Les messages s'affichent et elle fait défiler, cœur qui cogne dans sa poitrine, et puis elle les voit, dizaines de messages échangés avec Céline, pas seulement professionnels, émoji cœur, photo d'elle en robe rouge, celle qu'elle portera samedi au gala, message de Julien qui dit « Tu seras magnifique à mon bras ». Et Louise sent quelque chose se durcir dans sa poitrine. Pas de la douleur. Pas encore. Juste cette clarté glaciale qui remplace tout le reste. Elle continue de faire défiler, méthodique maintenant, prend des captures d'écran une par une, doigts précis sur les boutons, envoie tout ça sur sa propre adresse mail, puis efface les traces, supprime les messages envoyés, verrouille le téléphone, le repose exactement où elle l'a trouvé. Elle se lève sans bruit, va dans la cuisine, mains qui ne tremblent plus, et elle prépare le café avec des gestes lents et calculés pendant que le jour se lève derrière la fenêtre. 7 heures pile Julien descend, costume gris, cravate bleue, parfum d'après-rasage trop présent. « Bonjour ? Bonjour ?» Il prend sa tasse, consulte son téléphone, et Louise l'observe par-dessus le bord de sa propre tasse, étudie ce visage qu'elle croyait connaître. « Tu vas au gala samedi avec des collègues ?» demande-t-elle d'une voix neutre. Il relève la tête, surpris par la question. « Oui, quelques membres de l'équipe. Pourquoi ? » Simple curiosité. « Céline en fait partie ?» Le nom tombe entre eux comme une pierre, et elle voit ce micro-tressaillement dans sa mâchoire, cette fraction de seconde où il cherche quoi répondre. Probablement, elle s'occupe de l'organisation après tout. Bien sûr. Louise sourit, ce sourire qui ne monte pas jusqu'à ses yeux, et elle le voit se détendre, rassurée par son ton doux, par cette femme qu'il croit inoffensive. Il finit son café, attrape sa mallette. « J'ai une réunion importante ce matin. L'expansion vers Lyon, ça se joue aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance alors. » Il embrasse son front, geste machinal, et la porte claque derrière lui. Louise reste immobile 3 secondes, puis sort son propre téléphone, compose le numéro de Marc. « Marc, j'ai besoin de quelque chose. Samedi soir, je veux que tout le comité de direction soit présent au gala, tous sans exception. Et je veux la liste complète des invités avec leurs fonctions, surtout ceux qui accompagnent Julien. » « Entendu, madame. Autre chose ? » « Oui. Prépare mon discours. 5 minutes maximum. Je veux annoncer ma présence, mon rôle et les licenciements. Dans cet ordre. » Silence au bout du fil. « Les licenciements, madame ? » Julien Dubois et Céline Moreau. Faute grave. Détournement de l'image de l'entreprise, conflit d'intérêts, liaison dans le cadre professionnel. Trouve-moi les articles exacts du règlement intérieur. Je m'en occupe. Elle raccroche et quelque chose dans sa poitrine se desserre. Pas du soulagement, plutôt cette sensation de reprendre le contrôle après des mois à laisser filer les rênes. Elle monte dans la chambre, ouvre l'armoire de Julien, fouille méthodiquement entre ses costumes, et tout au fond elle trouve ce qu'elle cherche, petite boîte écrin velours bleu nuit, et dedans un collier en argent qu'elle n'a jamais vu, pendentif en forme de C, Céline évidemment. Elle le photographie sous tous les angles, remet la boîte exactement où elle était, referme l'armoire. L'après-midi, elle est dans son vrai bureau, et elle appelle son avocate, Maître Rousseau, 50 ans, redoutable en salle d'audience. « J'ai besoin de vous pour un divorce. Adultère avéré, preuve photographique, je vous envoie tout par mail sécurisé. Je veux que tout soit prêt à être déposé lundi matin. Lundi, c'est dans 4 jours. Je sais, c'est pour ça que je vous paie le triple de vos honoraires habituels. Entendu, je m'y mets immédiatement. » Louise raccroche et ouvre son ordinateur, commence à rédiger la liste de tout ce qui doit se passer samedi soir, minute par minute, étape par étape, elle qui a bâti une entreprise avec rien sait exactement comment orchestrer une chute. Et celle de Julien sera précise, publique, irréversible.
Le soir, quand il rentre, elle est assise sur le canapé, livre ouvert, et elle lève les yeux vers lui avec ce sourire qu'elle a perfectionné pendant 10 ans, celui de la femme douce qui attend son mari. « Bonne journée ?»« Excellente. Le projet Lyon est validé, on lance dans 3 mois. 3 mois. Son propre calendrier. » Elle ferme son livre. « C'est merveilleux, Julien. Tu dois être tellement fier. » Il sourit, ravi qu'elle comprenne enfin l'importance de son travail, et il ne voit pas la lueur froide dans ses yeux, ne devine pas que chaque mot qu'elle prononce est pesé, calculé, qu'elle ne cherche plus la paix maintenant, juste la justice, et samedi soir il découvrira ce que ça fait d'être humilié devant tout le monde, ce que ça fait de perdre tout ce qu'on croyait acquis en l'espace d'un discours, et Louise prépare le dîner pendant qu'il raconte sa réunion, et elle hoche la tête au bon moment, sourit quand il faut, parfaite actrice d'un rôle qu'elle joue pour la dernière fois. Louise passe la journée de vendredi enfermée dans son bureau secret et Marc arrive à 14 heures avec les documents qu'elle a demandés, règlement intérieur de l'entreprise, clause sur les conflits d'intérêts, jurisprudence sur les licenciements pour faute grave. Tout est là dans ce dossier bleu qu'il pose sur son bureau avec un soupir inquiet. « Vous êtes certaine, madame ? Une fois que c'est fait, il n'y a plus de retour en arrière possible. » Louise regarde par la fenêtre les toits de Paris sous le ciel gris de novembre, pigeons qui se posent sur les cheminées, et elle pense à toutes ces années où elle a choisi l'ombre, toutes ces années où elle a laissé Julien croire qu'il était le maître du jeu. « Je suis certaine, Marc. » Il hoche la tête et sort sans un mot, et elle reste seule avec le dossier ouvert devant elle, parcourt les pages une par une, souligne les passages importants, prépare son discours mentalement, 5 minutes pour détruire 10 ans de mensonges. Vers 17 heures, elle range tout dans son coffre-fort, éteint les lumières, rentre chez elle où Julien n'est pas encore arrivé, et elle monte directement dans la chambre, ouvre son armoire, fixe les robes suspendues sans vraiment les voir. Qu'est-ce qu'on porte pour annoncer au monde entier qu'on existe? Qu'est-ce qu'on met pour dire « j'ai tout construit et vous ne le saviez pas ?» Elle hésite entre une robe noire stricte et une robe bleu marine plus douce, finit par choisir la marine parce qu'elle ne veut pas avoir l'air d'aller à un enterrement même si d'une certaine façon c'est exactement ce qu'elle fait. Enterrer son mariage, enterrer cette version d'elle-même qui acceptait d'être invisible. Elle entend la porte d'entrée claquer, pas de Julien dans l'escalier, et elle range vite la robe, referme l'armoire, descend le rejoindre dans le salon où il est déjà affalé sur le canapé, cravate desserrée, veste jetée sur le dossier. Dure journée? Il grogne une réponse qu'elle ne comprend pas, yeux fermés, et elle va dans la cuisine préparer le dîner, mains qui tremblent légèrement en coupant les légumes, et elle se demande si c'est de la peur ou de l'excitation, cette sensation étrange dans son ventre qui ressemble aux deux à la fois. Le dîner se passe en silence, il mange sans lever les yeux de son assiette, et elle l'observe en pensant que c'est peut-être la dernière fois qu'ils partagent un repas comme ça, mari et femme dans cette fiction qu'ils ont maintenue trop longtemps. Le samedi matin, elle se réveille tôt, et Julien est déjà levé, bruit de la douche qui coule. Et quand il sort de la salle de bain, elle voit qu'il a sorti son plus beau costume, le bleu nuit avec la chemise blanche, celui qu'il porte pour les occasions importantes. « Tu te prépares tôt pour ce soir », remarque-t-elle d'une voix neutre. « J'ai des choses à régler avant le gala, je vais passer la journée au bureau. » Il noue sa cravate devant le miroir, et elle le regarde faire, geste précis et mécanique qu'elle a vu 1000 fois, et quelque chose se serre dans sa gorge, parce qu'après ce soir, plus rien ne sera pareil. Après ce soir, ils seront 2 étrangers, qui ont partagé une maison pendant 10 ans sans vraiment se connaître. « Tu rentres pour te changer ?» demande-t-elle. « Non, je me changerai là-bas, j'ai tout ce qu'il faut dans mon bureau. » Bien sûr qu'il a tout ce qu'il faut, il a prévu de passer la soirée avec Céline. Il a prévu de la présenter comme son épouse, il a tout organisé pendant qu'elle jouait son rôle de femme invisible qui ne pose pas de questions. Il part vers 9 heures avec son sac de sport qui contient sûrement sa tenue de soirée, et elle reste seule dans l'appartement silencieux, et c'est là que ça la frappe vraiment, cette vague de panique qui monte dans sa poitrine comme une marée. Et si elle se trompait? Et si elle détruisait tout pour rien? Et si après ce soir elle se retrouvait seule, divorcée, exposée au monde entier, et que ça ne valait pas le coup? Elle s'assoit sur le canapé, mains qui tremblent, respiration qui s'accélère, et elle pense à appeler Marc, à annuler, à faire comme si de rien n'était. Mais ses doigts se referment sur son téléphone, et elle voit les captures d'écran qu'elle a prises. Message de Julien à Céline. « Tu seras magnifique à mon bras. » Et là,
Colère revient, froide et précise, chasse la peur. Non, pas de retour en arrière. Plus maintenant. L'après-midi, elle se prépare lentement. Douche, maquillage discret, cheveux relevés en chignon simple, et quand elle enfile la robe bleu marine, elle se regarde dans le miroir et ne reconnaît presque pas cette femme qui lui fait face, droite, déterminée, prête. Elle appelle un taxi pour 19h30, prend son sac où elle a glissé son badge et son téléphone, jette un dernier regard à l'appartement avant de sortir. Dans le taxi qui traverse Paris, elle regarde défiler les rues illuminées, vitrines de Noël déjà installées même si on est encore en novembre, couples qui marchent main dans la main sur les trottoirs, et elle pense à ce qu'elle s'apprête à faire, à ce moment où tout va basculer, et ses mains ne tremblent plus maintenant. Juste ce calme étrange qui s'installe avant les tempêtes. Et quand le taxi s'arrête devant l'hôtel, elle descend sans hésiter, pousse les portes vitrées, entre dans la lumière, et... le bruit. Et elle sait qu'il n'y a plus de retour possible maintenant. Juste en avant, toujours en avant. Louise pousse les portes de l'hôtel, et la chaleur du hall l'enveloppe d'un coup, mélange de parfums chers et de conversations feutrées, lustres en cristal qui projettent des ombres dorées sur le marbre blanc du sol, et Marc l'attend près de l'ascenseur, costume sombre, badge discret à la boutonnière, et quand il la voit, son visage se détend légèrement, comme s'il avait craint jusqu'au dernier moment qu'elle ne vienne pas. « Madame, tout est prêt, votre badge. L'accès au balcon, le micro sera disponible à 22h pour les discours. » Elle prend le badge qu'il lui tend, petit rectangle plastifié qui porte son nom complet et un seul mot en dessous propriétaire, et elle le glisse dans son sac sans le regarder vraiment, parce que voir ce mot écrit noir sur blanc la rend plus réelle qu'elle ne l'a jamais été, et ça lui fait peur encore maintenant, malgré tout. Combien de personnes ce soir ? 320, tous les cadres, tous les partenaires principaux, la presse économique aussi est là. La presse, évidemment, parce que ce qui va se passer ce soir sera dans les journaux demain matin, sur les sites d'information, partagés et commentés, et il n'y aura plus moyen de revenir en arrière, plus moyen de redevenir invisible. Marc la guide vers l'ascenseur qui monte au 2e étage dans un silence feutré, porte qui s'ouvre sur un couloir aux murs tapissés de velours rouge, et au bout, le balcon qui surplombe la salle de réception comme une loge de théâtre, d'où on observe la scène sans être vue. Elle s'approche de la balustrade et regarde en bas et la salle est immense. Table ronde dressée avec nappe blanche et centre de table en orchidée blanche, serveurs qui circulent avec des plateaux de champagne, et partout des gens qui rient, qui discutent, qui ne savent pas encore que leur soirée va basculer dans quelques minutes. Louise cherche Julien du regard et le trouve près du bar. Costume bleu nuit, celui qu'elle a vu ce matin, et à son bras, Céline en robe rouge écarlate, décolleté plongeant, cheveux blonds relevés en chignon sophistiqué, et ils rient ensemble trop proches, sa main à lui poser dans le creux de ses reins à elle, avec cette familiarité des couples qui ne se cachent plus. Louise sent quelque chose se contracter dans sa poitrine. Pas de la jalousie, pas exactement, plutôt cette douleur physique de voir confirmer ce qu'elle savait déjà, cette réalité qui prend forme sous ses yeux et qui fait mal malgré tout, malgré la colère, malgré les préparatifs. Elle reste là longtemps, très longtemps à les observer, et autour d'eux les gens gravitent, sourient, serrent des mains, personne ne la voit elle, invisible comme toujours, fantôme qui regarde sa propre vie se dérouler sans elle en contrebas. Vers 21h, elle descend dans la salle, traverse l'espace en restant près des murs, et quelques têtes se tournent, mais personne ne la reconnaît vraiment hors contexte, cette femme en robe marine qui se fond dans la foule. Un directeur régional la croise et s'arrête net, visage surpris. « Madame Louise, je ne savais pas que vous seriez là ce soir. » Discrétion Robert, comme toujours. Il hoche la tête, mal à l'aise, et s'éloigne rapidement comme si sa présence le mettait en danger. Et elle continue de circuler entre les tables, écoute les conversations, des chiffres, des projets, des stratégies, et à chaque fois qu'on mentionne une décision importante, elle sait que c'est elle qui l'a prise, elle qui a validé, elle qui a orienté, mais personne ne prononce son nom, jamais son nom. C'est alors qu'elle les voit approcher, Julien et Céline accompagnés d'un groupe de partenaires allemands, costumes sombres et sourires professionnels, et Julien parle fort avec des gestes amples, trop occupé à jouer son rôle pour remarquer qu'elle se tient là à 3 mètres de lui. « Messieurs, permettez-moi de vous présenter mon épouse, Céline. » Les mots tombent dans l'air, et Louise les reçoit comme des gifles successives. Mon épouse, ces 2 mots qu'il prononce avec fierté en désignant une autre femme, et Céline sourit et serre les mains et joue le jeu parfaitement,
robe rouge qui attire tous les regards, sourire éclatant de celle qui a gagné. L'un des Allemands aperçoit Louise debout près d'eux et fronce les sourcils. « Et cette dame, elle fait partie de votre équipe ?» Julien se retourne et ses yeux passent sur elle, 1 seconde, 2 secondes, et elle voit le moment exact où il la reconnaît, mais ne comprend pas ce qu'elle fait là, dans ce décor, dans son monde à lui, et quelque chose passe sur son visage. Agacement peut-être ou gêne, elle ne sait pas. Elle, c'est la femme de ménage, elle a dû se tromper d'événement. Il rit, ce rire charmant qu'il réserve aux clients, celui qu'elle connaît par cœur. Et Céline glousse main devant la bouche, et les Allemands ont l'air embarrassés et échangent des regards gênés parce que même eux sentent que quelque chose ne va pas dans cette scène. Louise ne bouge pas, ne dit rien. Elle les regarde tous, Julien, Céline, les partenaires mal à l'aise, et quelque chose en elle se fige complètement, devient glace, devient lame, et elle tourne les talons sans un mot, marche vers le podium où Marc l'attend déjà avec le micro, et derrière elle, elle entend encore ce rire de Céline qui résonne dans la salle, comme une cloche fêlée qui ne sait pas encore qu'elle va se briser. Louise monte les 3 marches du podium, et ses talons résonnent sur le bois dans le silence qui commence à s'installer. Conversation qui diminue progressivement, tête qui se tourne vers cette femme en robe marine qui s'avance vers le micro avec une assurance qui ne laisse rien transparaître du tremblement dans ses mains. Marc lui tend le micro sans un mot, juste ce regard qui dit « Vous êtes sûr » une dernière fois, et elle hoche la tête imperceptiblement, prend le micro, sent le poids froid du métal entre ses doigts. La musique s'arrête. Le silence devient total, absolu, 320 personnes qui la regardent maintenant, et elle cherche Julien du regard, le trouve au fond près du bar, verre à mi-chemin de sa bouche, figé, et Céline à côté de lui qui fronce les sourcils sans comprendre encore ce qui se passe. « Bonsoir à tous !» Sa voix résonne dans toute la salle, amplifiée par les enceintes, et elle est calme, posée. Aucun tremblement, même si son cœur bat si fort qu'elle a l'impression que tout le monde peut l'entendre. « Je suis Louise. Certains parmi vous me connaissent déjà. Pour les autres, permettez-moi de me présenter correctement. » Elle marque une pause, regarde l'assemblée, tous ses visages tournés vers elle, attentifs, curieux, et au fond Julien qui commence à comprendre, elle le voit à la façon dont son visage blêmit, dont sa main se crispe sur son verre. Je suis la fondatrice et l'unique propriétaire de cette entreprise depuis sa création il y a 15 ans. Un murmure traverse la salle comme une vague, conversation à voix basse, regards échangés, incrédulité sur certains visages, et elle laisse le murmure enfler puis s'apaiser avant de continuer. J'ai choisi de rester discrète pendant toutes ces années, de travailler dans l'ombre, de laisser d'autres porter la lumière parce que je pensais que c'était la meilleure façon de diriger cette entreprise, mais ce soir, j'ai réalisé que ce choix avait des limites, que certaines personnes ont confondu ma discrétion avec de la faiblesse, mon absence avec de l'inexistence. Elle cherche à nouveau Julien du regard, et cette fois leurs yeux se croisent et se tiennent, et elle voit dans les siens la panique qui monte, la compréhension qui arrive par vagues successives, et Céline qui commence à reculer d'un pas comme si elle pressentait ce qui va suivre. Monsieur Julien Dubois, directeur commercial, et mademoiselle Céline Moreau, assistante marketing, vous êtes tous les 2 licenciés pour faute grave, effectif immédiatement, la sécurité va vous raccompagner. Le murmure devient clameur, exclamations étouffées, chaises qui raclent le sol, et Julien fait un pas en avant, visage défait, main tendue vers elle. Louise, attends, c'est ridicule, tu ne peux pas faire ça, on peut discuter, laisse-moi t'expliquer. 2 agents de sécurité sont déjà à ses côtés, main ferme sur ses bras, et Louise les regarde l'emmener, regarde Céline qui suit en titubant sur ses talons trop hauts, robe rouge qui paraît soudain criarde sous les lumières, et elle ne ressent rien, ni joie ni tristesse, juste ce vide étrange comme après une tempête quand tout est détruit et qu'on reste debout au milieu des décombres. Je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Marc Fontaine, notre directeur administratif, va continuer la soirée. Je vous remercie de votre compréhension et de votre confiance pour les années à venir. Elle descend du podium et des applaudissements éclatent, d'abord hésitants puis de plus en plus forts, de plus en plus nourris, et elle traverse la salle pendant que les gens s'écartent sur son passage. Certains applaudissent, d'autres la regardent avec un mélange de respect et de crainte, et elle passe devant l'endroit où Julien se tenait il y a 5 minutes, voit son verre renversé sur le sol, champagne qui forme une petite flaque dorée sur le marbre blanc. Elle sort de la salle de réception, traverse le hall de l'hôtel, pousse les portes vitrées, et l'air froid de novembre la frappe comme une gifle, et c'est seulement là,
debout sur le trottoir dans la nuit parisienne, qu'elle réalise ce qu'elle vient de faire. Ce pont qu'elle vient de brûler. Cette vie qu'elle vient de détruire en 5 minutes de discours. Et ses jambes tremblent soudain, ses mains tremblent, tout son corps tremble. Et elle s'appuie contre le mur de l'hôtel. Respire profondément. L'air glacé, et quelque chose en elle se dessert enfin. Pas du soulagement, pas encore. Juste cette sensation d'avoir franchi un point de non-retour, et de ne pas savoir encore si c'était la bonne décision ou la pire erreur de sa vie. Louise reste au gala exactement 47 minutes après son discours, parce que partir immédiatement aurait l'air d'une fuite, et elle refuse de fuir maintenant après tout ce qu'elle vient de faire. Alors elle serre des mains et répond à des questions, et accepte des félicitations qui sonnent creux dans ses oreilles, comme des pièces de monnaie jetées dans un puits vide. Les gens ne savent pas comment se comporter avec elle, oscillent entre admiration et malaise, et elle non plus ne sait pas comment être cette femme qui vient de se révéler au monde entier après 15 ans d'invisibilité. Marc reste près d'elle, bouclier discret qui intercepte les questions trop personnelles, les curiosités déplacées, et à 23 heures, elle lui fait signe qu'elle part, traverse le hall de l'hôtel, sort dans la nuit froide de novembre. Pas de taxi cette fois. Elle marche, talons qui claquent sur le trottoir mouillé, 20 minutes jusqu'à son appartement, 20 minutes où elle croise des couples qui rentrent de dîner, des jeunes qui rient trop fort, des sans-abri recroquevillés dans des entrées d'immeubles, et personne ne la regarde elle. Personne ne sait que cette femme en robe marine vient de détruire sa vie en 5 minutes de discours public. Quand elle pousse la porte de l'appartement, elle sait immédiatement que Julien est passé, placards ouverts dans la chambre, cintre vide, tiroirs laissés béants, traces de précipitation partout comme s'il avait arraché ses affaires dans l'urgence. Et l'appartement sent encore son parfum, mais d'une façon différente maintenant. Odeur fantôme de quelqu'un qui ne reviendra plus. Elle s'assoit sur le canapé sans retirer ses chaussures, sans allumer les lumières, juste assise dans l'obscurité avec le bruit de la circulation qui monte de la rue en contrebas, et son téléphone vibre dans son sac. D'abord un message de Maître Rousseau, son avocate. « J'ai vu les réseaux sociaux, appelle-moi demain, on doit parler procédure. » Puis une notification de message vocal, et elle voit le nom de Julien s'afficher sur l'écran. Elle hésite 3 secondes, doigt suspendu au-dessus du bouton lecture, puis appuie. La voix de Julien emplit le silence de l'appartement, tremblante, méconnaissable. « Louise, bon sang, décroche s'il te plaît. Il faut qu'on parle. C'est complètement fou ce que tu as fait ce soir. Tu as détruit ma carrière. Tu m'as humiliée devant tout le monde. Comment tu as pu faire ça? On est mariés, Louise. Mariés. On peut discuter, non. Je sais que j'ai merdé avec Céline, mais c'était rien. Juste une erreur, ça voulait rien dire. S'il te plaît, rappelle-moi. On peut arranger ça. Annule les licenciements. Dis que c'était une blague. Je t'en supplie, Louise. Rappelle-moi. » Le message se termine sur un silence, puis un bip, et Louise reste immobile dans le noir, téléphone encore contre son oreille, et elle écoute ce silence qui suit la voix de Julien comme si elle attendait qu'il continue. Mais il n'y a plus rien, juste le vide. Elle efface le message d'un geste lent, pose le téléphone à côté d'elle sur le canapé, et quelque chose en elle se durcit encore un peu plus, parce qu'il n'a même pas dit pardon, n'a même pas reconnu vraiment sa faute, juste parlé de sa carrière à lui, de son humiliation à lui, comme si elle n'existait toujours pas vraiment dans cette histoire. Elle finit par se lever, monte à la chambre, voit le lit défait où Julien a pris ses affaires dans la panique, et elle change les draps méthodiquement, retire les anciens, sort des neufs du placard, borde les coins avec des gestes précis et lents, et c'est en glissant l'oreiller dans sa taie qu'elle se met à pleurer enfin. Pas des sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulent sur ses joues pendant qu'elle finit de faire le lit. Et elle pleure sur le temps perdu, sur les 10 ans qu'elle a passé à jouer un rôle, sur cette version d'elle-même qu'elle a laissé mourir lentement en choisissant l'invisibilité, sur la solitude qui l'attend maintenant dans cet appartement trop grand pour une seule personne. Elle se couche au centre du lit cette fois, pas sur son côté habituel, et elle fixe le plafond dans le noir comme elle l'a fait tant de fois ces dernières semaines. Mais tout est différent maintenant. Hier, elle était invisible et mariée. Ce soir, elle est visible et seule, et elle ne sait pas encore laquelle des 2 situations était pire. Le sommeil ne vient pas avant l'aube, et quand elle finit par s'endormir, c'est d'un sommeil agité, peuplé de rêves, où elle est sur un podium devant une salle vide, et personne n'applaudit parce qu'il n'y a personne pour l'entendre parler. Le réveil sonne à 8 heures, et elle l'éteint d'un geste las, reste allongée encore 10 minutes à regarder la lumière grise du dimanche matin filtrer à travers les rideaux,
Et elle pense à tous ces dimanches où Julien lisait le journal pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, routine ennuyeuse qu'elle détestait mais qui au moins donnait une structure aux journées, et maintenant il n'y a plus de routine, plus de structure, juste ce vide qu'elle va devoir apprendre à habiter, et elle se demande si la liberté c'est toujours ça, ce mélange de soulagement et de terreur, cette sensation de tenir enfin les rênes de sa vie, mais de ne pas savoir encore dans quelle direction aller. Louise arrive à son vrai bureau le lundi matin à 8h pile, et Marc a convoqué le comité de direction pour 9h, 7 personnes autour de la table de réunion qui la regardent avec un mélange de curiosité et de méfiance, et elle comprend qu'elle doit rassurer, expliquer, reconstruire la confiance qu'elle a ébranlée en se révélant de cette façon brutale. Elle prend place en bout de table, chemise blanche et pantalon noir, aucun artifice, juste elle et ses 15 ans de travail. « Je sais que vous avez des questions, » commence-t-elle, « et je comprends votre trouble, mais je veux être claire sur un point. Mes choix personnels concernant mon anonymat n'ont jamais affecté mes décisions professionnelles. Cette entreprise a prospéré parce que nous avons tous travaillé dans la même direction, et ça ne va pas changer. » Sophie, la directrice des ressources humaines, lève la main comme une élève timide. « Pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité dès le début ?» Louise regarde par la fenêtre les toits de Paris sous le ciel gris, cherche les mots justes. « Parce que j'avais mes raisons, des raisons qui m'appartiennent, et je ne vous dois pas d'explications sur ma vie privée, seulement sur la façon dont je dirige cette entreprise. Et sur ce point, je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. » Le ton est sec, trop sec peut-être, et elle voit Sophie se refermer, visage fermé, et elle réalise qu'elle doit apprendre à communiquer différemment maintenant qu'elle n'est plus dans l'ombre, apprendre à être visible sans être dure, à diriger sans dominer. « Je suis désolée, Sophie, » reprend-elle plus doucement. « C'est nouveau pour moi aussi cette exposition. J'ai besoin de votre patience pendant que je trouve mes marques. » La réunion dure 2 heures, et quand tout le monde sort, Louise reste seule dans la salle, tête entre les mains, et c'est là qu'elle craque vraiment pour la première fois depuis samedi soir. Pas des larmes discrètes cette fois, mais des sanglots qui la secouent tout entière, épaules qui tremblent, respiration qui hoquette. Et elle pleure sur tout ce qu'elle a perdu en gagnant. Cette invisibilité qui était peut-être une prison, mais au moins une prison confortable, où personne ne la jugeait. Son téléphone sonne et c'est Emma, son amie d'université qu'elle n'a pas vue depuis 3 ans, voix chaleureuse qui traverse le combiné. « J'ai tout lu sur les sites d'infos. Je monte à Paris vendredi, on dîne ensemble et je ne veux pas d'excuses. » Louise sourit à travers ses larmes. « D'accord, Emma, d'accord. » L'après-midi, elle a rendez-vous avec Maître Rousseau dans son cabinet du 8e arrondissement, bureau lambrisé qui sent le cuir et les vieux livres, et l'avocate pose devant elle un dossier épais. Julien a engagé Maître Bernard, l'un des meilleurs. Il attaque pour licenciement abusif et abus de pouvoir. Il demande des dommages et intérêts conséquents. Il ne gagnera pas. Non, mais ça va être long et difficile. Il va tout faire pour vous salir publiquement, c'est sa seule carte maintenant. Louise hoche la tête et regarde par la fenêtre les voitures qui circulent en contrebas, vie normale de gens normaux qui ne sont pas en train de divorcer sous les projecteurs des médias. Il y a autre chose, ajoute Maître Rousseau en ouvrant un second dossier. Nos experts comptables ont trouvé des irrégularités dans les comptes, des virements suspects sur le compte personnel de Julien, des notes de frais gonflées, des commissions détournées. Combien ? Environ 120 000 € sur 3 ans. Louise ferme les yeux, sent la nausée monter, même l'argent, même ça il a fallu qu'il prenne, qu'il vole, et elle se demande si elle a vraiment connu cet homme, ou si elle a passé 10 ans à vivre avec un étranger qui portait le masque de celui qu'elle croyait aimer. On utilise ça au tribunal ? Absolument. Ça renforce votre position et ça affaiblit considérablement la sienne. Louise signe les documents que lui tend l'avocate, procédure de divorce, plainte pour détournement de fonds, tout est là en noir sur blanc, la fin officielle d'une histoire qui s'est terminée en réalité il y a longtemps déjà, peut-être des années avant qu'elle ne s'en rende compte. Elle sort du cabinet à 18h et la nuit est déjà tombée sur Paris, réverbères qui s'allument un par un le long de l'avenue, et elle marche sans but précis pendant 1 heure, traverse des quartiers qu'elle ne connaît pas, se perd volontairement dans les rues, et c'est étrangement apaisant cette sensation d'être perdue dans sa propre ville, de ne pas savoir où elle va, de juste mettre un pied devant l'autre sans plan, sans stratégie, juste marcher et respirer et exister. Le procès commence un mardi de février sous un ciel blanc de neige qui ne tombe pas encore, et Louise entre dans le palais de justice avec Maître Rousseau à ses côtés,
talons qui résonnent sur le marbre froid des couloirs interminables, et elle voit Julien de loin avec son avocat, costume sombre, visage fermé, et quand leurs regards se croisent, elle ne ressent rien, ni colère ni tristesse, juste cette indifférence étrange comme si elle regardait un inconnu dans la rue. Les audiences se succèdent pendant 4 mois. Témoignages d'employés, analyse de comptes, expertise comptable, et chaque semaine, Louise doit revenir dans cette salle aux murs beige où un juge fatigué écoute les avocats se disputer sur des détails techniques pendant que sa vie se déroule en pièces à conviction numérotée. L'avocat de Julien est doué, il peint Louise en manipulatrice qui a caché son pouvoir pour mieux contrôler son mari, en femme froide qui a orchestré une humiliation publique par vengeance. Et certains jours, en sortant du tribunal, elle se demande s'il n'a pas un peu raison, si elle n'est pas allée trop loin, si elle n'aurait pas pu gérer ça autrement. Entre 2 audiences, l'entreprise prospère contre toute attente, les contrats se multiplient, les partenaires restent fidèles, et Louise découvre qu'être visible n'est pas aussi terrible qu'elle le craignait, qu'elle peut diriger en pleine lumière sans perdre son efficacité. Elle participe à une conférence pour femmes entrepreneurs en mars, raconte son parcours sans filtre, les années d'invisibilité, le choix de se révéler, le prix à payer, et après son intervention des dizaines de femmes viennent lui parler, certaines pleurent, d'autres la remercient, et elle réalise qu'elle n'est pas seule dans cette solitude, que son histoire résonne chez d'autres qui portent aussi des masques trop lourds. C'est lors de la rénovation des bureaux qu'elle rencontre Alexandre, l'architecte qui présente ses plans avec une passion contagieuse, mains qui dessinent des volumes dans l'air, yeux qui brillent quand il parle d'espace qui respire, de lumière qui circule, et ils discutent 2 heures de bien plus que de bureaux, de livres qu'ils ont aimés, de voyages qu'ils rêvent de faire, de cette façon qu'ont les villes de changer de visage selon les saisons. « Vous voulez que les gens se sentent bien ici, dit-il, et ce n'est pas une question. »« Oui, répond-elle, exactement ça. » Ils se croisent régulièrement pendant les travaux, conversation qui commence professionnelle et dérive ailleurs, café pris ensemble le jeudi après-midi dans le petit bistrot du coin, et il ne pose jamais de questions sur le procès même si elle sait qu'il lit les articles, et elle apprécie ce silence, cette façon qu'il a de la traiter comme une personne normale et pas comme une curiosité médiatique. Un soir, après une audience particulièrement difficile, où l'avocat de Julien a présenté des messages qu'elle avait écrits il y a des années, messages tendres qui sonnent pathétiques maintenant relus à haute voix devant un tribunal, Alexandre l'attend à la sortie du palais de justice, mains dans les poches, écharpe grise qui vole dans le vent de mars. « J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin d'un café. » Elle hésite, fatiguée, blessée par cette journée qui a éventré son intimité devant des inconnus. « Je ne suis pas sûre d'être une bonne compagnie ce soir. » Qui a dit que je cherchais de la bonne compagnie? Peut-être que je cherche juste de la compagnie tout court. Ils vont dans un café près de la Seine, s'assoient près de la fenêtre, et elle parle. Vraiment parle pour la première fois depuis des mois. Pas de stratégie ou de business, juste de ce que ça fait de voir sa vie jugée par des étrangers, de se demander si elle a fait les bons choix, de cette solitude qui pèse certains soirs comme une chape de plomb. Alexandre écoute sans l'interrompre, et quand elle finit de parler, il dit simplement que le courage, c'est pas de ne jamais douter, c'est de continuer malgré les doutes, et elle rentre chez elle ce soir-là avec quelque chose de plus léger dans la poitrine. Pas de l'espoir, pas encore, juste cette sensation qu'elle n'est peut-être pas complètement seule après tout. Le jugement tombe un mardi de mai sous un ciel bleu électrique qui fait mal aux yeux, et Louise écoute le juge prononcer les mots « divorce aux torts exclusifs de M. Dubois »,« remboursement intégral des sommes détournées »,« interdiction d'approcher Madame Louise sous peine de poursuite », et elle reste immobile sur son siège pendant que Maître Rousseau serre sa main avec un sourire de victoire, et Julien fixe le sol comme s'il cherchait une trappe pour disparaître. Quand leurs regards se croisent une dernière fois en sortant de la salle, elle ne ressent rien, ni triomphe, ni amertume, juste ce vide paisible des choses terminées, des chapitres refermés, des guerres qu'on a gagnées sans vraiment savoir pourquoi on les a menées. Maître Rousseau la raccompagne jusqu'à la sortie, lumière de mai qui inonde les marches du palais de justice. « Vous avez gagné, Louise. Gagné !» Elle goûte le mot sur sa langue, et il a un arrière-goût étrange, pas amer, pas sucré, juste fade, parce que gagner ça veut dire quoi vraiment quand on a perdu 10 ans, un mariage, une certaine innocence, cette façon qu'on avait avant de croire que l'amour ça suffisait à tenir 2 personnes ensemble. Les semaines suivantes passent dans une étrange brume de normalité retrouvée. L'entreprise tourne, les réunions se succèdent, et Louise apprend à habiter cette visibilité qu'elle a choisie,
découvre qu'elle peut être elle-même sans armure, sans masque, juste Louise qui dirige une entreprise et qui parfois se trompe, et qui l'assume. Emma vient passer un week-end à Paris, elle marche le long de la Seine comme quand elles avaient 20 ans, et son amie lui dit « Tu as l'air plus vivante maintenant, même si tu as l'air plus fatiguée aussi. » Et c'est exactement ça, cette fatigue qui vient de vivre vraiment et plus de faire semblant. 2 mois après le jugement, c'est l'inauguration du nouveau siège social, immeuble de verre et de lumière qu'Alexandre a dessiné. Espaces ouverts où l'air circule, terrasses végétalisées qui sentent le jasmin. Et Louise se tient devant 300 personnes pour la 3e fois, mais cette fois c'est différent. Pas de révélation, pas de scandale. Juste une femme qui parle de ce qu'elle a construit et de ce qu'elle veut bâtir encore. Il y a 1 an, je me cachais parce que je pensais que l'anonymat c'était une force. Je me trompais. La vraie force, c'est d'assumer qui on est avec les cicatrices, les erreurs, les victoires. C'est d'être visible même quand c'est inconfortable. Surtout quand c'est inconfortable. C'est de se lever chaque matin et de choisir d'exister pleinement. Les applaudissements sont sincères cette fois. Pas polis, pas gênés, juste sincères. Et après le discours, des dizaines de personnes viennent lui parler, la félicitent, la remercient, et elle sourit et discute, et elle est fatiguée, mais c'est une bonne fatigue. Celle qui vient d'avoir donné quelque chose de vrai. Alexandre l'attend près de la sortie, costume bleu marine, sourire discret. Bravo, c'était un beau discours. Merci, et merci pour tout ça. En désignant l'immeuble d'un geste large, tu as fait exactement ce que je voulais sans que j'aie besoin de l'expliquer. Peut-être parce que je commence à te connaître un peu. Il marche dans les rues de Paris, et la conversation coule naturellement comme toujours, livres, films, musique, projets, rêves, et à un moment il demande « Tu vas bien vraiment ?» Et elle réfléchit honnêtement avant de répondre. « Je ne sais pas encore, mais je vais mieux, c'est déjà ça, non ?» Il s'arrête dans un petit café près du canal, commande 2 expressos, et rien n'est décidé, rien n'est promis, mais c'est confortable, léger, cette façon qu'ils ont de parler sans chercher à impressionner ou à séduire, juste 2 personnes qui se découvrent lentement. Louise se surprend à penser que peut-être un jour, elle pourra refaire confiance. Pas maintenant, pas encore. Mais un jour, et cette pensée ne lui fait plus peur comme avant, juste cette curiosité tranquille de voir où ça peut mener. Le lendemain matin, elle entre dans son bureau et ouvre les rideaux en grand, pousse les stores, laisse le soleil inonder la pièce, et elle s'installe à son bureau sans se cacher derrière rien. Ordinateur ouvert, téléphone qui sonne déjà, Paris qui s'étale devant elle à travers les fenêtres immenses. Marc frappe et entre avec un café et un sourire. Nouveau contrat signé cette nuit, les Allemands, ils veulent doubler leur investissement. Parfait, on célèbre ce soir. Elle sourit et commence à taper sa réponse pendant que Marc referme la porte, et dehors, Paris s'éveille sous le soleil de juin, et pour la première fois depuis longtemps, elle a envie d'en faire partie, vraiment partie, visible, assumée, vivante. Et elle ne sait pas ce que demain lui réserve, mais au moins maintenant elle le vivra les yeux ouverts, sans masque, sans ombre, juste elle dans toute sa lumière imparfaite. Merci d'avoir écouté l'histoire de Louise jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire quel moment vous a le plus touché, si vous auriez fait les mêmes choix qu'elle, et n'hésitez pas à partager cette histoire si elle a résonné en vous. À très bientôt pour une prochaine histoire. Prenez soin de vous.